Télétravail, chômage partiel, visioconférence et masque en entreprise, le monde du travail change directement sous nos yeux, suspendu au sursaut de la crise sanitaire et économique. Après le choc des confinements, faut-il réinventer le travail? Faut-il changer de modèle? À quand la sortie de crise et un retour à la vie normale? Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste et je pose la question à des experts de tous horizons dans cette troisième saison du podcast de l'Unédic, Point de suspension. Aujourd'hui, nous parlons des fins de mois difficiles que beaucoup de travailleurs connaissent avec la crise économique et plus particulièrement du risque de surendettement qui menace parfois certaines familles. Pour en discuter, je reçois le président de l'association Crésus. Bonjour Jean-Louis Kiel. Bonjour. Votre association est basée en Alsace, mais vous intervenez sur le territoire national. Est-ce que vous constatez une augmentation du surendettement en France en ce moment, en tous les cas depuis le début de la crise sanitaire ? En vérité, il n'y a pas eu une flambée du surendettement. Dès le début de la crise sanitaire, vous le savez, des dispositifs ont été mis en place, le chômage partiel, des aides aux entreprises. D'autre part, les organismes de crédit bancaire ont été extrêmement tolérants pendant cette période. Il y a eu du report d'échéance, des facilités qui ont été mises en place. Cependant, ce système, cette protection mise en place par les pouvoirs publics va connaître une fin à un moment donné, et nous craignons davantage pour la rentrée 2021, c'est-à-dire à partir du mois de septembre, lorsque l'on débranchera finalement toutes ces aides et ce sera l'heure de vérité. Il y aura sans doute des entreprises qui ne survivront pas, il n'y aura plus de chômage partiel, il y aura du vrai chômage, et là il y a un risque qui va se poindre, ça c'est évident. Alors chez Crésus, ça fait plus de 20 ans, et vous en particulier, Jean-Louis Kiel, que vous rencontrez des banquiers, des députés, des ministres pour trouver des réponses au surendettement des ménages. D'où vient en général le risque de surendettement ? Il y a deux facteurs. On parlait autrefois de surendettement actif, c'est-à-dire des ménages qui accumulent la souscription de crédit à la consommation et qui ne parviennent plus à les rembourser à un moment donné. Et il y a le surendettement passif, c'est-à-dire l'accident de la vie, un divorce, le chômage. Finalement, les revenus diminuent, les charges restent. Aujourd'hui, finalement, on ne fait plus de distinction. La problématique du surendettement, c'est mon plus grand échec d'ailleurs, c'est l'absence de symétrie d'information sur le marché, c'est-à-dire l'absence d'un véritable fichier des crédits qu'on appelle fichier positif, qui permettrait, au moment où l'on demande un prêt, au banquier, à l'établissement financier, de vérifier avant. On est aujourd'hui sur un système déclaratif. C'est le consommateur qui déclare le nombre de crédits en cours et malheureusement, ce système est imparfait. Nous sommes aujourd'hui le dernier pays avec l'Afghanistan, l'Ouzbékistan, la Corée du Nord et Cuba à ne pas avoir de fichier des crédits. Alors ça fait des années que vous réclamez ce fichier positif au pouvoir public. Pourquoi est-ce que ça bloque en France? Pourquoi on ne peut pas le mettre en place? On dit que l'un des motifs, c'est les libertés individuelles, c'est-à-dire le fait que sa situation personnelle n'a pas à être visible, mais c'est un argument oiseux. La liberté, vous la perdez lorsque vous êtes surendetté, c'est une souffrance. Alors vous redoutez une augmentation des défaillances d'entreprises et donc une augmentation du chômage. Est-ce que l'augmentation du chômage et l'augmentation du surendettement sont corrélées selon vous? Chômage et surendettement ne sont pas nécessairement liés, puisque vous pouvez avoir une diminution de ressources si vous n'avez pas de crédit en cours ou trop de crédit en cours, vous ne prenez pas plus de risques. Mais il est vrai qu'il va y avoir des primo-accédants, par exemple, c'est une population extrêmement fragile, des personnes qui ont souscrit un prêt immobilier, qui ont des mensualités et qui perdent leur travail, risquent bien entendu d'être défaillants. Dans ces cas-là, il existe des solutions également. Vous savez, je ne veux pas être Cassandre, je veux dire, la vie est faite de périodes d'activité, de perte d'emploi, puis on va en retrouver. Il existe des outils juridiques comme le délai de grâce qui permet à une personne qui perd son emploi de demander au juge de geler, sans passer par la case surendettement, pendant 1 an ou 2 ans, le temps qu'il retrouve du boulot, qu'il ait fini sa formation, ses crédits. Donc, ce n'est pas une fatalité. Je pense qu'il existe des outils, mais
il faut les communiquer aux citoyens. C'est l'énorme problème en France, c'est souvent le manque de culture économique, le manque de pédagogie. Vous le savez peut-être, Crésus a lancé un programme d'éducation financière. On a formé 530 000 jeunes et ça a transformé la vie de ces jeunes qui comprennent ce qu'est un budget. On leur explique les différentes formes de crédit, la prudence qu'il faut avoir et à conjuguer à la fois opulence, parce qu'on est dans une société où tout paraît possible avec une certaine frugalité. Et dans ce cas-là, on aura un monde meilleur. Alors parlons effectivement de l'action de Crésus. Quelles sont les solutions que vous mettez en place pour endiguer le surendettement, pour aider les familles qui viennent vous voir? Le premier acte qu'on fait lorsque les personnes viennent chez nous, souvent très tard, malheureusement, quand la maison brûle, c'est de faire découvrir avec ces personnes leur budget, c'est-à-dire de calculer le reste à vivre, c'est-à-dire la différence entre les revenus, les différentes aides, vérifier que les personnes aient demandé les aides. Vous savez, il existe le RSA activité, nous avons 40% de la population qui aurait droit, qui ne le demande pas. Ça a été créé pour permettre aux personnes de sortir du RSA, de reprendre une activité sans perdre l'ensemble de leurs droits. Donc, d'un côté, les revenus, les différentes aides, si elles ont été demandées, les APL, etc. Ensuite, les charges fixes sur lesquelles on peut difficilement travailler, le loyer, les impôts. Ensuite, les charges variables, l'énergie, la téléphonie, la mobilité, sur lesquelles on peut travailler en consommant autrement. Et enfin, la différence, les crédits qu'on a à rembourser et le reste à vivre, c'est-à-dire ce qu'on va dépenser en alimentation, ce qu'on va dépenser pour l'épargne, pour les loisirs. Il faut aussi donner aux travailleurs une part de loisirs, c'est ce qui nous manque aujourd'hui d'ailleurs avec le confinement. Hein. On a besoin aussi d'une part de rêve. Et ce reste à vivre est fondamental à calculer avant de souscrire un nouveau prêt. Et si ce reste à vivre est insuffisant, c'est qu'on est dans une situation de malendettement ou de surendettement. Malendettement, ça veut dire qu'on peut encore travailler sur la négociation des crédits, réduire les mensualités, transformer des crédits de trésorerie en crédits amortissables qui sont à des taux plus raisonnables. Et lorsque ce reste à vivre est insuffisant, eh bien, il faut passer par une procédure de surendettement. Voilà le travail que nous faisons de découverte pour nos concitoyens de leur budget. C'est l'acte fondamental. C'est l'acte fondamental pour toute institution, y compris pour l'État d'ailleurs, et pour les ménages, évidemment. Et puis, depuis le coronavirus, vous avez aussi décidé d'aider désormais des TPE et des PME face à la crise financière pour les aider à demander les aides auxquelles elles ont droit. Comment est-ce que vous intervenez auprès d'elles? Là encore, on travaille sur prescription, donc ce sont des partenaires comme les banques. Lorsqu'ils détectent un travailleur non salarié, un entrepreneur, d'abord une entreprise, c'est aussi un entrepreneur en difficulté, nous l'orientent. Et là encore, on travaille sur les doubles aspects pour ces entrepreneurs. D'abord l'entreprise, bien sûr, on essaie de faire un point. Est-ce qu'ils ont demandé toutes les aides? Le PGE, le prêt garanti par l'État, n'est pas la seule solution. Il en existe d'autres. Hein. Il y a des aides régionales qui ont été mises en place. La Banque des territoires a mis en place des fonds rebonds que les gens ne demandent pas toujours. Donc, activer toutes ces aides, mais aussi faire le point sur la situation personnelle de l'entrepreneur. Là encore, Crésus, c'est innovant, c'est-à-dire on prend l'entrepreneur dans sa globalité, son entreprise, mais aussi son budget personnel. Parce que lorsque l'entreprise va mal, eh bien, la famille, le ménage se disloque. Et inversement, lorsque le ménage va mal, parce que vous avez beaucoup de petits entrepreneurs qui prennent des crédits à la consommation sous couvert d'être un consommateur pour financer leur entreprise, c'est malsain. Donc cette double découverte et cette double reconstruction, c'est le travail de Crésus et on a décidé, depuis 3 ans d'ailleurs, non seulement au moment de la crise, mais ça végétait un petit peu, on nous disait Crésus doit s'occuper que des consommateurs. Un entrepreneur, une entreprise, c'est aussi un chef d'entreprise et c'est pour ce chef d'entreprise également le prendre en main sur son budget personnel. Donc c'est un acte très courageux qu'on a commencé à démarrer
au service des entrepreneurs et on en sauve 1 sur 3 du dépôt de bilan. Et on voit bien comment les deux dimensions personnelles et professionnelles sont très imbriquées. Merci beaucoup Jean-Louis Kiel pour votre expertise. Merci à vous. C'était Point de suspension, le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts.